Des tests numéro 5. Ce n'est pas une voiture familiale. Dans de nombreuses revues, les auteurs partagent la même idée simple. La Renault Mégane 3 n'est pas adaptée au rôle de seule voiture familiale. Bon, qu'il en soit ainsi, ce n'est pas très bon. Du moins pour une famille assez nombreuse. Tout dépend du volume modeste de l'habitacle, ou plutôt de l'espace exigu de la deuxième rangée. C'est juste à l'étroit sur les sièges arrière. S'il reste des sacs, un coffre plein est un gaspillage total. Il y a tout simplement très peu de place pour les passagers arrière. Si les sièges avant sont reculés au maximum, il est presque impossible de s'asseoir, se plaignent les propriétaires. Et c'est le manque de place pour une famille élargie et des enfants plus âgés qui devient souvent le motif de vente. Avec l'arrivée de mon deuxième enfant, il est devenu trop petit pour moi. Poussette, chien, femme et siège enfant dans la voiture. Moi, le reste est déjà sur ma tête, la famille est grande et nous avons besoin d'une voiture plus grosse. Eh bien, l'histoire complète des relations avec Renault Mégane ressemble souvent à ceci. Quand je l'ai acheté, j'étais célibataire. Et Mégane m'a emmené de Penza à Zárekni pour travailler, au stade, au village, à la datcha, à l'étang, et par tous les temps. C'était génial de rouler dans une voiture au look sportif. Lorsqu'il s'est marié, Mégane nous a conduits, ma femme et moi, pour diverses courses, devenant ainsi une voiture familiale et une amie commune. Lorsque de jeunes enfants sont apparus, nous avons apprécié à quel point le coffre de Mégane était spacieux. Il s'occupait des poussettes, des scooters, des vélos et des courses familiales. Mais le temps passe, et les enfants grandissent. Nous nous sentions tous les quatre à l'étroit. Amour numéro 5, superbe voiture familiale. Le plus intéressant est que de nombreux auteurs de critiques considèrent la troisième Mégane comme une voiture familiale idéale, même si elle est destinée à une petite famille. Premièrement, la berline, et ce type de carrosserie représente la part du lion des offres sur le marché secondaire, dispose d'un coffre vraiment très spacieux, par rapport à ses camarades de classe. Son volume est de 370 litres, et si vous pliez la deuxième rangée, il rentrera dans la voiture. Oui, pensez que tout y rentrera. J'ai porté des poutres en bois de 3 mètres de long. Tout s'intègre et ne gêne rien. La machine à laver arrive avec un coup de sifflet. J'ai même transporté un canapé 2 places. Il rentre parfaitement. Mais même avec les sièges arrière rabattus, le coffre répond pleinement aux besoins d'une petite jeune famille. Notre poussette, loin d'être la plus compacte, s'adapte sans aucune question. Une poussette d'hiver peut s'y glisser, comprenant une base, une nacelle et un sac. Et il reste beaucoup d'espace. Pour information, après avoir acheté des pneus hiver, les 4 pneus rentrent, non sans difficulté cependant, verticalement dans le coffre. Je n'ai pas rabattu les sièges arrière. Et pourtant, de nombreux auteurs de la revue notent que la décision d'augmenter le volume du coffre au détriment de l'intérieur entre dans la catégorie douteuse. Cependant, outre la berline, il existe d'autres types de carrosserie. Par exemple un break, qui dans ce modèle, s'appelle Sport Tourer. Les breaks n'étaient pas officiellement vendus ici, mais beaucoup d'entre eux étaient importés à titre privé. Et c'est ainsi qu'ils ont honnêtement valu aux propriétaires la définition de « voiture familiale idéale ». Ils disposent d'un coffre encore plus grand, 520 litres, mais ce volume est obtenu sans compromettre l'espace pour les passagers arrière. Naturellement, tout peut y rentrer. Le coffre est spacieux. Il pourrait accueillir simultanément une poussette, un vélo, un jeu de roues de 18 pouces, une draisienne, et toutes sortes de sacs à dos. Et dans le coffre à bagages, la moitié du plancher se soulève, ce qui est très pratique au quotidien en ville. On peut supporter des marchandises surdimensionnées, et quelques sacs du supermarché jetés dans le coffre ne voleront plus dans tout le volume, comme moineaux dans une grange. Là encore, le corps paraît plus harmonieux et généralement plus beau. Magnifique. J'ai un break blanc sur 17 roues d'origine et il n'y en a qu'un seul de ce type dans notre ville. Les gens regardent, ce qui ne peut que flatter. En même temps, la Sport Tourer possède tous les avantages de la Mégane, dont nous parlerons plus tard. Vous vous demandez peut-être, berline, break, mais qu'en est-il de la berline? Il y a aussi une berline dans cette famille, mais elle a reçu un nom d'influence, et nous en avons déjà parlé. Des tests numéro 4, ergonomie et révision. En général, les propriétaires sont plutôt satisfaits de l'espace intérieur de la Renault Mégane. Mais il s'agit d'une voiture française, et en règle générale, de nombreuses questions se posent à son sujet. Le premier groupe de questions concerne la localisation des contrôles. Les auteurs de nombreuses revues estiment que le principal inconvénient de la Mégane est le manque de réglage de la colonne de direction emportée. En conséquence, certains propriétaires écrivent que le poste de travail du conducteur est extrêmement confortable et que cela ne leur coûte rien de parcourir 1200 à 1300 km en s'arrêtant uniquement pour boire du café et faire le plein de carburant. D'autres se plaignent de ne jamais pouvoir s'installer confortablement. Je n'arrivais pas à trouver une position dans laquelle tu t'asseyais et rien ne te dérangeait.
Je pense qu'il n'y a pas assez de réglage du volant pour la porter. La position assise est inconfortable. Je n'arrive pas à positionner mes bras et mes jambes. Tout semble réglable. On bouge le volant et le siège d'avant en arrière. Mais ce n'est toujours pas de la glace. Les auteurs de la revue évaluent également les sièges eux-mêmes de manière très différente. Certains pensent que tout est tout simplement génial, que les sièges sont les plus confortables de la classe, et que, malgré l'absence de réglage du soutien lombaire, vous pouvez passer plus d'une heure dans de telles chaises. Des sièges en cuir très confortables, dont la valeur est connue sur les longs trajets. Vous ne vous fatiguez pas sur la route, vous n'avez pas mal au dos, vous aimez conduire. D'autres pensent que de telles chaises ne peuvent pas être qualifiées de confortables, disent-elles, elles sont trop plates, le coussin est trop court, il n'y a pas de support latéral, et après 4 ou 5 heures au volant, mon dos commence à me faire mal. À la fin, le premier jour, mes genoux me faisaient terriblement mal, le deuxième, je me suis pincé le dos pendant une journée, je suis tombé de la voiture aux arrêts. Dans ce contexte, des plaintes selon lesquelles les porte-gobelets sont conçus uniquement pour des petits verres ou des bouteilles, et qu'un demi-litre de cola provenant d'un café en bordure de route n'y rentre plus, et qu'il n'y a également aucun endroit où attacher le téléphone peuvent être Eh bien, il reste encore beaucoup de questions concernant l'emplacement des boutons et des touches. Dieu merci, le bouton du klaxon de la Mégane est à sa place habituelle, au centre du volant. Mais il faut s'habituer au bouton du régulateur de vitesse sur le tunnel central, ainsi qu'au joystick de contrôle du système multimédia situé derrière les branches du volant. Si vous voulez conduire avec de la musique, apprenez à contrôler cette chose à l'aveugle. Beaucoup de gens n'aiment pas le contrôle du système climatique. Ils disent que les Allemands avec leurs boutons sont beaucoup plus pratiques. Encore une fois, beaucoup se plaignent du fait qu'il faut constamment ajuster les réglages de la climatisation. Il fait soit froid, soit il fait chaud, et il n'y a aucun moyen de l'ajuster. Mais le plus important est qu'il y a suffisamment de plaintes concernant le souffle du pare-brise qui n'est pas organisé de la meilleure façon. En été il s'embue, en hiver il gèle, et dans la zone de repos des essuie-glaces. Mais le chauffage électrique du pare-brise ou même de cette zone n'est pas prévu. Et il y a beaucoup de plaintes concernant l'examen. Tout d'abord, la lunette arrière est petite, et le porte-à-faux arrière est assez grand, donc, les aides au stationnement sur ce modèle ne sont pas une frime, mais un besoin urgent, même pour les professionnels. Pour information, je travaille sur un camion et je peux conduire une semi-remorque dans n'importe quel trou. Eh bien, les larges montants arrière limitent considérablement la visibilité vers l'arrière et sur les côtés, de sorte que lorsque vous entrez sur la route depuis un passage latéral et changez de voie, rien n'est visible. Pour les conducteurs inexpérimentés, cela peut être très dangereux. Amour numéro 4, équipement. Dans presque toutes les revues, les auteurs notent qu'au même prix, la Mégane s'avère bien mieux équipée que ses camarades de classe du même millésime, et qu'en choisissant une voiture sur le marché secondaire qui coûte environ 500 000, vous obtiendrez une voiture avec un ensemble d'options très décent. La voiture a presque tout ce dont vous avez besoin pour une conduite confortable. Climatisation à 2 zones, commande spéciale au volant pour le système audio, capteur de pluie, siège chauffant, toutes les vitres et rétroviseurs électriques, 4 airbags. Nous avons acheté en 2014 en même temps que des amis qui avaient choisi Solaris. Cela ne peut donc être comparé à aucune comparaison. Nous avons un démarrage à bouton poussoir, des rétroviseurs électriques, une climatisation à 2 zones, un volant et un pommeau de levier de vitesse en cuir, et d'autres avantages, et pour ce prix, ils ont même des vitres arrière manuelles. Par ailleurs, les propriétaires notent une fonctionnalité française, comme le régulateur de vitesse dans les voitures à transmission manuelle. J'ai pleinement ressenti tous les délices du régulateur de vitesse, ma jambe droite lui exprime une gratitude particulière. Ceux qui utilisent activement le régulateur de vitesse apprécieront le voyant de vitesse. Lorsqu'une certaine vitesse est atteinte, 2 bandes vertes autour de la circonférence du tableau de bord s'allument, et lorsqu'elle est dépassée, par exemple lors d'une descente d'une colline, ou lors d'un dépassement, elle virait au rouge. Cela aide beaucoup à éviter une amende. De nombreuses personnes mentionnent également l'accès sans clé, et dans ce cas il est fourni non pas par un porte-clés, mais par une carte clé de la taille d'une carte de crédit ordinaire. J'ai mis la carte clé dans les documents et j'ai oublié son existence. Lorsque vous vous approchez de la voiture, il vous permet d'ouvrir la porte, dès qu'il ne remue pas la queue. Si vous vous éloignez, il ferme lui-même les serrures, bip et rabat les rétroviseurs. Eh bien, les radiateurs électriques aident à réchauffer rapidement la cabine en hiver, en littéralement 5 minutes, et la cabine est chaude. Mais les propriétaires n'aiment pas vraiment la navigation TomTom, si elle en a une. L'écran est médiocre par rapport aux normes actuelles, et les cartes ne sont pas automatiquement mises à jour, et la fonction d'itinéraire prenant en compte les conditions routières le fait ne fonctionne pas. En général, il est plus facile d'obtenir un smartphone sur un support. Déteste numéro 3, le système médiatique. Mais les propriétaires critiquent le système médiatique de manière très unanime et ne mâchent pas leurs mots. D'ailleurs, beaucoup considèrent que sa qualité est le principal et presque le seul inconvénient du modèle.
Le travail multimédia m'a vraiment exaspéré. Ce n'est pas facile de changer d'onde radio, il n'y a pas de navigation. Musique standard, le sang coule des oreilles. Il n'y a qu'un seul inconvénient pour moi. Le système audio n'est pas de très haute qualité. Le système audio est une camelote tellement ennuyeuse, les basses sont médiocres. En général, il faut le changer. Cependant, certains soutiennent que si vous installez une isolation supplémentaire contre le bruit et les vibrations dans les portes, et installez des haut-parleurs de haute qualité, le son de la radio standard peut vous surprendre agréablement. Amour numéro 3. Insonorisation et résistance à la corrosion. Pour être honnête, je suis déjà habitué au fait que les propriétaires de voitures économiques critiquent l'insonorisation de leur voiture. Mais les propriétaires de toutes les versions de Mégane, au contraire, l'apprécient unanimement. La cabane est vraiment calme, au moins Mégane est meilleure que ses camarades de classe. De nombreux parents et amis ont été surpris, les comparant aux bruits parasites dans leurs voitures étrangères. Insonorisation. Ça existe, et c'est très bien. Sur l'autoroute à 120, on peut parler tranquillement sur le haut-parleur, on n'entend pas les roues, on n'entend pas le moteur. Les propos des propriétaires de briquets à essence sont également rejoints par ceux des conducteurs de tracteurs diesel. L'isolation phonique attire immédiatement l'attention. Il n'y a tout simplement aucun bruit de pneus, de vent ou de moteur. On n'entend le moteur diesel qu'à l'accélération. Et tout le monde s'accorde à dire que la voiture est assez silencieuse à n'importe quelle vitesse, que le moteur n'est clairement audible qu'à haute vitesse, et que si vous avez de bons pneus tendres, la sensation de bruit dans l'habitacle sera au niveau des voitures haut de gamme. Naturellement, les auteurs de nombreuses revues notent qu'il ne sert à rien de procéder à une isolation phonique supplémentaire. Les personnes particulièrement pointilleuses peuvent rendre les arches bruyantes, mais pour la plupart, même cela semble inutile. Et presque tous les auteurs de la revue vantent unanimement la qualité du métal de la carrosserie et sa protection anti-corrosion. La carrosserie est un chef-d'œuvre de traitement anti-corrosion. Parfois, des éclats apparaissent sur la peinture des pierres, mais les fleurs ne poussent pas. La carrosserie est bien galvanisée, la voiture ne rouille pas même avec des rayures et des éclats. La rencontre avec la bordure a laissé une bonne égratignure dans la peinture jusqu'au métal. Cela s'est produit avant l'hiver dernier, mais la rayure brille toujours comme neuve. Mais les propriétaires critiquent non moins unanimement la qualité de la peinture, affirmant que la peinture est plutôt faible et qu'ils ont économisé de l'argent dessus. Sur de nombreuses voitures, la peinture gonfle en bulle près des bas de caisse, principalement sous les portes arrière, et le capot souffre également de petits cailloux. Des tests numéro 2. Roue de secours, essuie-glace ampoule. Renault Mégane est équipé d'une roue de secours pleine grandeur, et en fait dans les conditions russes c'est très bien. Mais sortir la roue de secours de sa place habituelle, selon les propriétaires, est extrêmement gênant. Celui qui a eu l'idée de placer une roue de secours dans un endroit aussi peu pratique, devrait probablement la suspendre autour de son cou comme un ordre, et être obligé de la porter pendant 3 ans. Retirer la roue de secours sous le fond du coffre par temps sale et humide est un plaisir. Dans le même temps, tourner le boulon qui maintient toute cette structure avec une clé à molette standard est extrêmement gênant, car en une seule fois, vous ne pouvez le tourner que d'un demi-tour. C'est une fois, et les objets du coffre, s'il y en a, ont besoin d'être déchargés quelque part. C'est de là. Réinstaller une roue cassée à sa place est encore plus difficile, et si elle est sale à l'extérieur, il est tout simplement impossible de ne pas se salir. Une roue non gonflée dans la niche standard a du jeu et gronde à chaque bosse. Vous pouvez bien sûr simplement le jeter dans le coffre, mais Cécile n'est pas plein de choses. Et grâce à cette disposition de la roue de secours, il n'y a pas de souterrain dans le coffre, le fond du coffre est uniforme et plat. Afin de retirer quelque chose à l'abri des regards, notamment pour que la petite chose retirée ne roule pas ou ne vibre pas, il est nécessaire d'inventer une sorte de système de rétention et, par conséquent, de réduire le volume utile du coffre. Les balais d'essuie-glace ne suscitent pas non plus moins de critiques. Premièrement, les brosses standards sont trop délicates et doivent être remplacées souvent. Cependant, toutes les brosses de la taille requise ne conviennent pas au support. Et, comme l'écrivent les propriétaires dans leurs critiques, vous ne pouvez pas les acheter chez Lenta ou Auchan le plus proche. Pour être honnête, de nombreux fabricants de pièces de rechange ont commencé à ajouter le fameux support Rocket Arm au kit, mais le remplacement ou l'entretien des essuie-glaces lui-même est associé à certains inconvénients. Le fait est qu'en position de repos, les essuie-glaces sont cachés sous le rebord du capot. Et pour y accéder, il faut soit ouvrir le capot, soit savoir déplacer les essuie-glaces en position de service. Pour cela, contact coupé, abaissez complètement le levier de commande, puis soulevez-le calmement. De nombreux propriétaires de voitures économiques les entretiennent eux-mêmes et effectuent des réparations mineures. En effet, semble-t-il, vaut-il la peine de se rendre au centre de service pour changer une ampoule grillée. Mais dans le cas de Mégane, il est sous-entendu que pour remplacer les ampoules, il faut retirer le pare-choc. Naturellement, nos artisans ont appris à se passer de cette procédure, mais seule une personne avec des mains très fines et des nerfs d'acier peut remplacer une ampoule sous le capot. Rappelez-vous les nerfs lors de la fixation du ressort de coffre. Amour numéro 2.
suspension, tenue de route, confort de conduite. Oui, les auteurs de presque toutes les critiques écrivent sur la suspension Renault Mégane et l'évaluent pour la plupart de manière positive. Dans le pire des cas, neutre. Quelle est la sensation de la suspension lors de la conduite? Demandez-vous. Aucun, je répondrai. Logan, en plus gros, roule à outrance, lisse les bosses en douceur, mais il n'y a pas ici d'odeur particulière de confort, bref, budget. Mais de telles évaluations sont rares. Dans un nombre beaucoup plus important, voire écrasant de critiques, les auteurs expriment leur sincère joie. Le pendentif est un conte de fées. Mégane est une voiture très confortable même avec des pneus 205 55e 17. Très lisses, mais rassemblés, élastiques, mais ne percent pas. Et maintenant je ne remarque même plus vraiment les endroits où la route secouait tous les intérieurs. La suspension omnivore. La voiture peut faire quelque chose qui est inaccessible à la plupart des voitures conventionnelles et à certains SUV, et à 40-60 km/h sur un chemin de terre passant par un col, les passagers se sentent plus à l'aise qu'à 20 km/h. Magie. Dans le même temps, étonnamment, la plupart des auteurs estiment que, malgré la douceur, la tenue de route dans les virages n'a pas été affectée. La suspension a agréablement surpris par ses réglages. Je m'attendais à beaucoup de swing ou à d'autres défauts, mais il ne roule pas dans les virages et ne mord pas lors des freinages à grande vitesse. Bien sûr, tout le monde ne le pense pas. Beaucoup de gens écrivent que si vous aimez la vitesse et les virages rapides, alors la Mégane 3 n'est pas votre choix. Mais beaucoup de gens apprécient grandement la stabilité de Mégane, même à grande vitesse. Dans les virages, la Mégane 3 se comporte avec assez de confiance, on n'a pas le sentiment que quelque chose va mal se passer, la conduite est assez confiante et confortable. Certaines personnes pensent que la voiture roule toujours dans les virages, d'autres qu'elle ne ressentent rien de tel, mais beaucoup notent que la voiture réagit calmement à l'orniérage longitudinal, et que même un virage à 90 degrés peut être engagé en 4e vitesse. Dans le même temps, la suspension se distingue par son endurance. Je pensais que les routes de Riazan commenceraient à la tuer après 20 000 trajets, je note tout de suite que je ne contourne aucun nid de poule. Mégane le permet. Cependant, 30 000 km derrière, et rien n'a secoué ni heurté, et TO2 a confirmé, tout est normal. Le bon réglage de la direction assistée électrique à force variable ajoute également au confort de conduite. À basse vitesse, lors des manœuvres en ville, on peut littéralement tourner le volant avec le petit doigt, et à vitesse élevée la force augmente. Le volant se remplit à grande vitesse, bien sûr pas comme dans une BMW, mais ce n'est pas effrayant de conduire, même jusqu'à 160. En général, les concepteurs méritent honneur et respect. Ils doivent être capables de combiner douceur de roulement et indestructibilité, tout en conservant une contrôlabilité adéquate. Mais pour la combinaison d'une conduite douce, avec une bonne maniabilité, et une suspension fiable, cette voiture peut être beaucoup pardonnée. Et si l'on y ajoute un petit rayon de braquage, une maniabilité, grâce à laquelle se déplacer dans des cours urbaines remplies de voitures ne pose aucun problème. Et d'excellents freins. Les freins sont 10 points sur 5. Ils sont tout simplement magnifiques. Alors force est de constater que l'ancienne publicité du modèle ne mentait pas, conduire la Mégane 3 est vraiment agréable. Des tests numéro 1, la dynamique, surtout avec une automatique. Mais de nombreux propriétaires ne sont pas du tout ravis des capacités dynamiques de la voiture. Tout d'abord, cela s'applique aux versions les plus faibles. Par exemple avec un moteur diesel de 86 chevaux. La voiture n'est pas rapide, c'est effrayant de dépasser sur l'autoroute. Il n'y a pas assez de puissance. Quand on appuie sur le gaz, 86 ânes tristes, se regardant, se mettent lentement en route. Il n'y a pas moins de plaintes à cet égard concernant la combinaison du K4M atmosphérique de 106 chevaux avec l'ancienne boîte automatique AL4. La dynamique ne concerne pas cette voiture, je n'ai pas pu sortir de 14 secondes. Dépasser avec une automatique et seulement en kickdown. J'ai dû réduire le nombre de dépassements après plusieurs qui se sont avérés être à la limite de ce qui était autorisé. La combinaison du même moteur avec une boîte manuelle à 5 vitesses est un peu meilleure, mais pas beaucoup. La boîte à 5 vitesses, c'est bien envie. Des vitesses courtes et un moteur 1.6 donnent le résultat suivant. Consommation énorme, bruit, bouchant les oreilles, la voiture roule toujours à vitesse maximale. Il n'y a littéralement aucune dynamique du tout. La voiture ne vous offrira pas plus que simplement garder le rythme, mais vous passerez ce temps dans le silence et le confort. La faiblesse du moteur lors des dépassements peut être quelque peu compensée en faisant monter le moteur en 3e vitesse jusqu'à 5500 Thermines, puis en passant en 4e au moment du dépassement, mais ceux qui aiment conduire constamment écrivent sarcastiquement qu'une telle voiture ne convient que pour les retraités, les intellectuels et les femmes. Lors du restylage, le K4M de 106 chevaux a été remplacé par le H4M de 114 chevaux, associé à un variateur Jatco JF011E au lieu de l'ancienne hydromécanique. Dans les critiques, les propriétaires écrivent que cela n'ajoute rien au plaisir de conduire, et qu'il faut s'habituer au fait qu'en cas d'accélération ou de dépassement brusque, il s'arrête pendant environ une seconde, et repart ensuite seulement. Au début c'était ennuyeux, mais quand on s'y habitue cela semble normal. Et aussi, selon les propriétaires de telles voitures, au début elles prennent très bien de la vitesse, mais comme 1,6 litre est loin d'être 3,
Après un démarrage orageux, il y a une certaine stagnation. Nous ne pouvons que nous consoler avec la phrase « Celui qui comprend la vie n'est pas pressé de voler ou voler ». Les propriétaires ne sont pas très satisfaits de la combinaison d'un M4R atmosphérique de 2 litres avec une CVT. La dynamique est inexistante. C'est suffisant pour rouler tranquillement, mais dépasser sur autoroute à des vitesses supérieures à 100 km/h est déjà stressant. Par conséquent, une vitesse confortable sur l'autoroute est de 110 à 120. Bien que la voiture puisse rouler à 130 ou 140, mais pourquoi? Mais en ville, un tel couple travaille tout à fait normalement. La même CVT, associée à un H4J 1,4 litres suralimenté développant 130 chevaux, est perçue complètement différemment par les propriétaires de Mégane. C'est une voiture très dynamique, en conditions réelles, peu de modèles peuvent rivaliser en démarrage et en accélération, bien sûr, compte de la classe, mais aussi de nombreux modèles de classe supérieure ne pourront pas comparer. Mais la combinaison de ce moteur, avec une boîte manuelle à 6 vitesses n'est pas critiquée. Mais rien de bon n'est écrit non plus, peut-être en raison du fait que la 6e vitesse a presque le même rapport de démultiplication que la 5e. Étonnamment, la plus grande satisfaction quant aux capacités dynamiques de leur voiture est exprimée par les propriétaires de versions diesel, plus anciennes, avec des moteurs portés à 110 chevaux. Ils sont aidés par un couple assez important, que le diesel K9K atteint déjà à 1800 TR/min. L'accélération est très vigoureuse, et Mégane accélère sans panne jusqu'à 4000 TR/min. Sur l'autoroute avec des camions qui dépassent et d'autres participants pas très rapides, il n'y a pas de problème. En montée. Pas en montée, vous êtes seul dans la voiture ou à 4. Et même avec une charge, il s'en fiche. Il reste confiant trafic, il est prêt à dépasser. En montagne, il roule le long de la route sinueuse comme dans une plaine. Mais il convient toujours de rappeler que Mégane est taillée pour circuler en ville et se déplacer sereinement d'un point A à un point B sur des routes de toute qualité. Il est donc préférable pour les coureurs de ne pas regarder du tout ce modèle. Essayez peut-être de chercher une Mégane RS à trappe chaude avec un moteur turbo F4RT de 2 litres d'une capacité de 250 à 270 chevaux. Mais essayez de trouver une telle voiture. Amour numéro 1, économique et sans prétention. Mais ses propriétaires considèrent que le principal avantage de la Mégane 3 est que ces voitures ne fatiguent pas les nerfs et ne coûtent pas d'argent à leurs propriétaires. Vous ne travaillez pas pour elles, mais elles travaillent pour vous. Je suis toujours sûr que vous arriverez à n'importe quel point de la carte. Pendant la période d'exploitation, je l'ai acheté avec un kilométrage de 105 000, maintenant il est de 140. Pas de surprise, non du tout. Cela ne veut pas dire que Mégane ne tombe pas en panne du tout. Parmi les critiques rédigées il y a 9 à 10 ans, il y a celles rédigées par des personnes qui ont acheté des copies infructueuses. Mais plus nous nous rapprochons d'aujourd'hui, plus nombreux sont ceux qui écrivent qu'au cours des 5 à 8 dernières années, la voiture n'a nécessité aucune intervention sérieuse. Seulement de l'huile, des filtres, des plaquettes, un maximum des jambes de force stabilisatrices et des extrémités de direction. Depuis l'achat, aucun problème technique n'est survenu, et cela fait presque 10 ans. Je n'ai jamais vu une machine aussi fiable et facile à entretenir. Je l'ai acheté avec 118 000 km de kilométrage. Sur mes presque 250 000 km, le plus coûteux a été le remplacement du compresseur et du radiateur de la climatisation, ainsi que la réparation des injecteurs. Vous pouvez compter les plaies de naissance sur vos doigts, et une fois éliminées, vous pouvez conduire sans vous soucier de rien. Les propriétaires expérimentés écrivent « Si vous achetez une voiture d'occasion, regardez ceci. Au thermostat, s'il est en plastique, prenez-en un en métal du démontage et oubliez pour toujours. Sur le couvercle du piège à huile, collez-le pour 1000 roubles, sur le joint d'huile du vilebrequin. S'il fuit, remplacez-le par du téflon, et vous oubliez aussi. » Eh bien, le kilométrage réel est mieux évalué par l'usure du volant. Il s'est décollé à une vitesse incroyable sur la Mégane, donc à un moment donné il a même été remplacé sous garantie, mais de nos jours, la plupart des volants ont une sorte de coussinet. Les pièces de rechange elles-mêmes sont assez bon marché, même si le remplacement d'un variateur coûtera aujourd'hui une somme très importante. Aucun des auteurs de la revue ne s'est plaint d'un entretien d'un coût prohibitif. Et, selon les propriétaires, l'entretien n'est pas beaucoup plus cher que dans le cas des produits de l'industrie automobile nationale. Mais la voiture doit être réparée beaucoup moins souvent. L'essentiel est de prendre soin de la voiture et de la faire entretenir à temps. Eh bien, les propriétaires qui entretiennent eux-mêmes leur voiture écrivent généralement sur des montants ridicules de 3 à 4 000 roubles. Certes, pour entretenir et réparer Mégane vous-même, vous devez savoir quoi et comment faire, et également avoir les mains qui poussent sur vos épaules, et non d'ailleurs. Nous avons déjà parlé du remplacement des ampoules des phares, mais le remplacement des ampoules des antibrouillards n'est certainement possible qu'avec la dépose du pare-choc. Certains citoyens rusés, ne trouvant pas les fenêtres technologiques par le bas, retirent la moitié avant du casier et, à leur grande surprise, découvrent que d'un côté l'accès aux lampes est bien fermé par le réservoir de lave-glace et de l'autre côté par l'admission résonateur. Cependant,
Retirer le pare-choc n'est pas un si gros problème. Il suffit de s'approvisionner en clips en plastique pour fixer les casiers, 10 pièces suffisent, et d'un ensemble de bons outils. Remplacer les lampes des feux arrière n'est pas non plus une activité pour les âmes sensibles. Il faut réussir à dévisser 2 boulons de fixation à travers une petite fenêtre dans la sellerie, l'un dans l'axe de la voiture, l'autre en travers, et l'autre le long. Il est assez difficile de le retirer vers l'extérieur, sans tomber à l'intérieur, sous le revêtement, et encore plus difficile de le revisser. Le remplacement du filtre d'habitacle prend beaucoup de temps. Il faut démonter le panneau avant, retirer la boîte à gants et le conduit d'air. Mais le nettoyage du papillon des gaz, qui est censé être effectué tous les 50 à 60 000 km, ne soulève aucune question. La procédure est beaucoup plus simple et plus claire que dans le cas de certains modèles coréens. Même le variateur peut être entretenu indépendamment, en remplaçant le filtre grossier dans le bac et en nettoyant les aimants. Enfin, le poste de dépense le plus constant pour tout propriétaire de voiture est le coût du carburant. Ici, bien entendu, les propriétaires de versions diesel provenant d'importations privées se trouvent dans une position privilégiée. Ils parlent donc avec un sentiment de profonde satisfaction qu'en ville, la consommation est, en règle générale, de 5,5 à 6 litres au 100 km, bien que certaines personnes exercent tellement de pression sur la pédale qu'elle s'avère être d'environ 7 à 8. Et sur autoroute, ils se vantent unanimement d'une consommation d'environ 4-4,5 L 100 km. Naturellement, la consommation dépend du mode de conduite. Consommation vraiment faible, Saint-Pétersbourg-Moscou, et il y a encore environ 300 km de carburant dans le réservoir dans ce mode. La consommation sur autoroute de 4,5 litres et de 100 km/h en croisière, suit en place et firmware d'usine, 110 km/h et de 4,9-5,0. Mais du fait que la 6e vitesse est très courte, bien que la traction soit super, il y a assez de moteurs, ils auraient pu la faire plus longue. Alors quand vous passez à 130, à cause des régimes élevés, la consommation est déjà environ 6,7. Et si vous allez à 140, 150 n'est pas du tout confortable dessus, alors 7,5. En règle générale, les propriétaires des versions les plus populaires, avec un moteur à essence de 106 chevaux et une transmission manuelle, sont également satisfaits. Bien entendu, les gens ont des critères différents et conduisent différemment. Quelqu'un peut écrire une consommation assez élevée sur autoroute 7-7,8, en ville à partir de 9, mais quelqu'un pense que 7,1 L 100 km, avec une conduite économique sur autoroute, et 8,5-9 avec une normale, ce sont tout simplement d'excellents indicateurs pour une telle machine. Mais la plupart du temps, ils écrivent sur la consommation sur autoroute d'environ 6,2 à 6,7 litres 100 km, en ville en été 8,5 à 9 litres 100 km, et environ 10 litres au 100 en hiver, avec embouteillage et échauffement. Le même moteur associé à une transmission automatique est naturellement moins économique, notamment en mode urbain. Ici, les propriétaires signalent une consommation d'environ 11 à 13 litres 100 km, même si les conducteurs particulièrement actifs peuvent appuyer si fort sur la pédale qu'ils obtiennent les 15. Les voitures restylées avec un moteur H4M et une CVT sont un peu plus économiques. Leurs propriétaires écrivent que sur l'autoroute, elles consomment 6,3 à 6,7 litres de carburant en ville, un maximum de 8,5, mais, en règle générale, elles rentrent dans 7,58. Les propriétaires de version 2 litres à CVT ne s'indignent pas de leur appétit. La consommation en ville est de 10 à 11 L 100 km, je conduis assez dynamiquement, sur autoroute c'est environ 8, je ne rampe pas non plus. Selon eux, tout dépend du style de conduite. Vous pouvez parcourir 750 km avec un char, mais vous ne parviendrez peut-être même pas à 400 km si vous conduisez au maximum. Dans le même temps, en mode économique, vous pouvez facilement rouler à une vitesse de 130, la seule question est de savoir avec quelle accélération il faut accélérer. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.